Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 7 juin 2026 et je suis là pour parler de la guerre en cours entre les États-Unis et l'Iran. Juste avant de venir en direct, il y a environ une demi-heure, on a appris qu'une nouvelle attaque avait eu lieu dans le sud de Beyrouth. C'était justement la principale inquiétude des Iraniens. Ils avaient prévenu, si vous attaquez Daïa, on vous attaquera. Et par vous, ils parlaient d'Israël, parce qu'Israël voulait tout détruire, raser complètement Daïa. Ils ont même annoncé une sorte de plan d'évacuation, un avertissement aux habitants de Daïa pour qu'ils quittent leur maison parce qu'ils sont désespérés dans le sud du Liban. Alors, ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose à Daïa, parce qu'ils ne sont pas capables de combattre le Hezbollah dans le sud du Liban. Ensuite, il y a eu la réaction iranienne, disant que si vous attaquez Daïa, nous attaquerons le nord d'Israël de la même manière que vous attaquez Daïa. Puis il y a eu cet appel téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Donald Trump a dit qu'il n'allait pas le faire. J'ai parlé avec Benjamin Netanyahou. J'ai parlé avec le Hezbollah. Personne ne sait à qui il a parlé. S'il a parlé au Cheikh Naïm Qassem, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, ou à quelqu'un d'autre. Je pense que rien de tout cela ne s'est produit. En réalité, il parlait sans doute de la communication qu'il avait eue avec les Iraniens, peut-être parce qu'il n'y a aucune communication entre les États-Unis et le Hezbollah. Aujourd'hui, on a appris qu'Israël avait attaqué un bâtiment. Ils disent que c'était un quartier général du Hezbollah. Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ont frappé un bâtiment en disant qu'ils visaient certains commandants du Hezbollah à Dahiya, dans la banlieue sud de Beyrouth. Et d'après les informations qu'on a pour l'instant, personne du Hezbollah n'a été tué. L'attaque aurait fait environ 5 victimes, surtout des civils qui se trouvaient près du bâtiment. L'un d'eux est mort et 4 autres ont été blessés. Voilà le résultat et voilà la tentative israélienne, parce qu'ils pensent avoir vu quelque chose. This is the Israeli attempt because they see something, I think they're feeling something is happening between Iran and the United States. Je pense qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose entre l'Iran et les États-Unis, ou peut-être qu'ils se rapprochent de l'Iran. Vous voyez, ils sont peut-être sur le point de conclure une sorte d'accord. D'après ce que je sais, ce n'est pas le cas, mais peut-être qu'ils le perçoivent comme ça. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'agir ainsi. D'ailleurs, les Israéliens nous ont dit, sur la chaîne israélienne 12 ou 14, qu'ils avaient reçu le feu vert de l'administration Trump avant que cette attaque n'ait lieu. Alors la question, c'est, pourquoi avait-il besoin de faire ça? Quelle est la vraie raison? On peut dire qu'ils voulaient voir quelle serait la réaction de l'Iran s'ils attaquaient Beyrouth. Quelle aurait été cette réaction? Et donc, quel a été le résultat? S'ils n'ont tué aucun combattant du Hezbollah, aucune force du Hezbollah, c'était un bâtiment vide. Il n'y avait personne à l'intérieur. Alors, quel est le but de tout ça? Je pense qu'ils ont cru avoir une sorte de faux renseignement. Ils pensaient qu'il y aurait là-bas des forces du Hezbollah, des commandants, des figures importantes du mouvement, qu'ils pourraient frapper, assassiner, pour provoquer de nouvelles répercussions, de nouveaux problèmes entre l'Iran et les États-Unis, entre Israël et le Liban. Ils ont assassiné, hier encore, souvenez-vous de ce qui s'est passé hier, ils ont tué un de ces généraux au Liban, un général de l'armée libanaise, lié au gouvernement libanais, un soldat, enfin un des soldats, un des commandants, si je ne me trompe pas, un commandant de rang intermédiaire. Alors, 3 de ces soldats, un général et un commandant de rang intermédiaire, ont été tués hier par une attaque de drone israélienne. Et ils ont dit que c'était un accident. Ça s'est produit peu de temps après que le président libanais a déclaré que l'Iran utilisait le Liban comme monnaie d'échange.
Donc, l'Iran tire profit de la position qu'ils adoptent à propos du Hezbollah et des actes de résistance. Je ne sais pas vraiment quel avantage l'Iran en retire. Pour l'Iran, d'une certaine manière, c'est différent, je ne vois pas. Parce que pour moi, tous ces actes de résistance sont liés. Ce n'est pas une question d'Iran. C'est le Yémen, l'Iran, l'Irak, le Liban, Gaza, la Palestine, tout ça ensemble. Je ne vois pas ça séparément. Mais le gouvernement libanais essaie de dire que non, c'est différent. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça, vous voyez, que je ne pense pas qu'il représente vraiment le peuple libanais. Il représente le gouvernement en Israël et aussi les décideurs de l'administration Trump, qui sont en grande partie des sionistes. Voilà ce qui se passe dans le cas du Liban. Alors, quelle est la réaction de l'Iran? Beaucoup de gens posent la question. Quelle est l'évaluation de la situation? D'ailleurs, en Iran, beaucoup disent qu'il faut répondre, qu'il faut frapper certaines cibles en Israël. Mais il y a un autre problème. L'Iran est d'une certaine manière en discussion avec les États-Unis. Les pourparlers continuent. Vous voyez, le ministre de l'Intérieur du Pakistan s'est rendu en Iran. Il y a eu des allers-retours, des messages qui circulent dans les deux sens. Donc, à mon avis, la réponse la plus intelligente, du côté des Iraniens et du côté de l'axe de la résistance, pourrait bien venir du Yémen. Et cela pourrait se produire pendant même que nous parlons. L'Iran n'ira pas jusque-là, parce que souvenez-vous, il n'y avait pas que l'Iran qui disait « Si vous rasez, si vous attaquez et détruisez Daïeh, on va réagir. On va frapper le nord d'Israël. » Les Yéménites disaient la même chose. Eux aussi affirmaient qu'ils allaient frapper Israël. Donc ce sera quelque chose de ce genre-là. L'Iran qui garde ou maintient simplement sa position dans cette sorte de faux cessez-le-feu qu'ils ont entre l'Iran et les États-Unis. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de cessez-le-feu. Mais parlons d'un cessez-le-feu factice, ou, comme le dit parfaitement l'ambassadeur Chas Freeman, à mon avis, d'un cessez-le-feu à la manière israélienne. Donc, ils ont leur propre version du cessez-le-feu. Très bien, faisons pareil. Maintenons les mêmes conditions qu'eux. Et là, le Yémen intervient et attaque Israël. Ça peut arriver pendant qu'on parle. Je pense que c'est ce qui se passe si on regarde l'axe de la résistance. Mais quand on parle des négociations entre l'Iran et les États-Unis, le principal problème reste la question du Liban. L'Iran n'utilise pas le Liban comme monnaie d'échange. Le Liban fait partie de l'axe de la résistance, et l'Iran ne se voit pas en dehors de cet axe. L'Iran se considère comme une partie intégrante de l'axe de la résistance. Donc, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. On ne peut pas séparer la résistance irakienne de la résistance yéménite. Je pense qu'ils partagent tous le même état d'esprit. Ce sont des résistants. Ils sont prêts à riposter. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Peut-être qu'en Israël, ce n'est pas pareil. Peut-être même qu'au Liban, avec le président du Liban, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas l'état d'esprit des gens. Il parle de « mon peuple ». Mais qui sont ton peuple au Liban? Ce ne sont pas ton peuple. Ce sont les habitants du Liban. Ce sont des citoyens libanais, des Libanais. Ce ne sont pas ton peuple. Et toi, tu es censé représenter le peuple libanais, mais tu ne le représentes pas. En réalité, tu représentes le gouvernement israélien. Et c'est bien là le problème. Ce que fait le gouvernement libanais en ce moment, c'est qu'il pousse petit à petit la société vers une sorte de guerre civile. Et si ça ne s'est pas encore produit, c'est parce que le Hezbollah est très malin. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de réduire les tensions à l'intérieur de la société et de concentrer leur attention sur Israël, dans le sud du Liban. Vous vous souvenez de cet accord, ce faux accord entre le gouvernement libanais et les Israéliens? Ils ont dit que le Hezbollah n'attaquerait pas Israël au sud du fleuve Litani, qui fait pourtant partie du Liban. Ils occupent le Liban. Et le gouvernement libanais dit « Non,
nous n'allons pas nous défendre contre l'occupation de notre propre territoire. Nous allons nous restreindre nous-mêmes, limiter notre société. C'est incroyable ce qui se passe avec ce gouvernement. Et maintenant, ils disent que le Hezbollah est l'ennemi de l'État au Liban. Mais on ne voit pas ce genre d'attaque, vous savez, venant du Hezbollah contre le gouvernement. C'est plutôt le gouvernement qui attaque le Hezbollah. Et le Hezbollah, lui, contrôle les tensions. Ils ne veulent pas que ces tensions s'aggravent dans la société. Leur principal objectif, c'est Israël. Et là-dessus, ils agissent de manière très précise. Aujourd'hui encore, on a vu l'un de leurs systèmes de défense aérienne en action. Ils utilisent des missiles pour atteindre leurs cibles. Et juste avant cette émission en direct, on a vu une vidéo qui venait d'être diffusée montrant le Hezbollah lançant un missile solaire. Le Hezbollah sait exactement quel est son objectif principal. Ils ne veulent pas tout mélanger. Hezbollah knows what is the main objective on their part. They don't want to confuse everything. They understand the differences within the Lebanese society. Ils comprennent bien les différences au sein de la société libanaise. Ils savent à quel point les États-Unis, avec Israël, exercent une influence importante. Et malheureusement, le nouveau gouvernement, soutenu par la Turquie et la Syrie, essaye de manipuler la société libanaise en exerçant beaucoup de pression. Beaucoup de personnes qui vivaient dans le sud du Liban partent vers le nord ou vers le centre du pays. Cela crée une forte pression. Surtout parce que ces gens doivent bien aller quelque part et que le gouvernement ne leur apporte rien de concret pour les aider, pour faciliter ce processus de déplacement forcé provoqué par les Israéliens. Imaginez un peu ce qu'Israël fait à votre peuple dans le sud du Liban. Et au lieu de les soutenir, vous attaquez la seule force au Liban qui riposte. C'est au-delà de l'incompréhensible. C'est une sorte de fantasme de la part du gouvernement libanais. Je ne les vois pas comme une option crédible pour le peuple libanais, à mesure que le temps passe. Ce gouvernement finira par tomber, tôt ou tard. Ça arrivera. Mais le Hezbollah ne veut pas que ça se produise maintenant. Ils veulent d'abord voir ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. C'est ça, la grande image, le contexte global. Donc je pense que c'est la première étape, la première ligne de l'argument iranien pour parvenir à un accord avec les États-Unis, en disant que le Liban est tellement complexe, comme on le voit depuis un certain temps déjà. En ce qui concerne l'Iran et ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, il y a en fait deux récits qui circulent. L'un d'eux, c'est celui dont parle Donald Trump. Il a donné une interview il y a tout juste quelques instants, ou peut-être il y a quelques heures. Il a déclaré qu'il n'allait pas libérer les avoirs iraniens gelés, ni lever les sanctions sur l'économie iranienne. Et quand il parle de lever les sanctions, il ne fait pas référence à celles qui dépendent du Congrès américain, parce qu'il y en a énormément. 46 ans de sanctions, on imagine facilement combien il y en a sur l'économie iranienne. Mais en gros, il dispose d'un certain pouvoir pour alléger les sanctions qui touchent le secteur énergétique iranien. C'est d'ailleurs la principale cible de l'Iran dans ce type d'échange, dans ces messages qui circulent entre les deux parties. Mais Donald Trump est intervenu il y a seulement quelques heures et il a dit qu'il ne comptait pas libérer les avoirs iraniens gelés ni lever les sanctions sur le secteur énergétique iranien. Hier, on avait Scott Bessent qui expliquait qu'on allait justement libérer ces avoirs gelés, mais qu'on les remettrait aux États arabes, aux pays du Conseil de coopération du Golfe, à cause des attaques iraniennes contre eux et des dégâts que ces attaques leur ont causés. Et quand on regarde ce qui s'est passé pendant la guerre,
quels ont été les dégâts pour ces pays? En gros, l'Iran a frappé toutes les bases américaines présentes dans ces États. Et dans certains pays, comme le Qatar, ils ont tout rasé. Il ne reste plus rien, à part quelques bâtiments qui ne servent plus. Alors quoi? Ils veulent reconstruire, rebâtir leurs bases avec les avoirs iraniens gelés. C'est ça le sens de ce que dit Scott Bessent. Toutes ces grandes et magnifiques bases, détruites pendant la guerre, avaient été construites avec l'argent des États arabes. C'est eux qui ont tout payé sur leur propre sol. Aujourd'hui, ces bases sont en ruine et ils veulent les reconstruire en utilisant les avoirs iraniens gelés. En gros, on va les donner à l'Arabie Saoudite, on va les donner au Qatar. Et pourquoi? Parce que l'Iran les a attaqués. Ou à quoi serviraient ces avoirs gelés? Ah oui, à reconstruire encore des bases américaines sur leur territoire. Voilà, c'est ce discours-là. Et pour revenir à, je crois qu'il y a une interview importante. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Nous avons eu l'un des principaux conseillers militaires des dirigeants suprêmes iraniens, l'ancien et le nouveau. Il était le conseiller de l'ayatollah Khamenei, qui était l'ancien guide suprême de l'Iran et qui est aussi le nouveau. Il occupe toujours le même poste. Et il a déclaré, dans son interview sur CNN, que la première étape pour l'Iran, la toute première, ce serait la libération de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Si les États-Unis veulent vraiment entamer ces discussions, enfin, ce ne sont pas vraiment des négociations, plutôt une forme d'échange de messages, ils doivent montrer un minimum de sérieux. Voilà la première étape. Commençons par ça. Ce ne sont pas des avoirs américains. Vous savez, ce sont des avoirs iraniens. Et les États-Unis doivent les libérer. Ensuite, on a eu Scott Bessent qui a dit ça. Alors, est-ce qu'on voit un signe positif, quelque chose d'encourageant? Non. Honnêtement, je ne vois rien de positif pour le moment. Le Liban, est-ce que vous voyez un signe positif entre Israël et le Liban? Non. Y a-t-il un signe concernant les avoirs gelés, les sanctions ou une quelconque volonté de l'administration Trump de faire une concession ou de prendre une décision importante en faveur de l'Iran? Non, rien de tout ça n'a eu lieu jusqu'à présent. Alors, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on apprend des Pakistanais? Je ne sais pas. Ces fuites viennent du Pakistan ces derniers temps. Là-bas, on parle d'armes nucléaires iraniennes. Et en ce moment, certaines sources, enfin, il y a des fuites qui viendraient de négociateurs. En gros, au Pakistan, on dit qu'il y a une énorme différence entre ce que Donald Trump dit ou essaie de faire passer au peuple américain et à la communauté internationale sur les avoirs gelés, les sanctions, tout ça. Et ce qu'il demande réellement à l'Iran en coulisses. Ou encore, les lettres, les documents qu'il enverrait aux Iraniens. Si c'est vrai, ça pourrait changer un peu la donne, ou peut-être même ouvrir la voie à un accord. Je ne sais pas vraiment à quel point ce genre de rapport est crédible. À mon avis, si personne n'en parle officiellement en Iran, et si personne n'en parle officiellement aux États-Unis, alors ça n'existe pas. Peu importe ce que dit le Pakistan, parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas un responsable pakistanais qui en parle officiellement. Ce sont juste des rumeurs à propos de Donald Trump. Il y a une énorme différence entre ce que Donald Trump dit publiquement et ce qu'il communique réellement avec les Iraniens. Donc oui, cette possibilité existe en arrière-plan. Il faut la garder à l'esprit, mais ce n'est pas le cas. Si je devais aujourd'hui estimer à quel point c'est probable, je dirais peut-être 4%, 3%, 2%, en tout cas, moins de 10%. Et pour revenir à la guerre, quelles sont les options pour Donald Trump? La seule façon pour moi de comprendre ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis,
c'est de regarder la réalité de la guerre actuelle entre ces deux pays. Parce que l'administration Trump a été très habile pour manipuler le marché du pétrole. Cette manipulation, on le voit bien, le prix du pétrole baisse, remonte, rebaisse, et beaucoup disent que ces chiffres sont faux. On a l'impression que le marché se fait d'une certaine manière piégé par l'attitude de Trump ou par la façon dont il essaie d'influencer le marché. Le marché est devenu extrêmement sensible à tout ce que dit Donald Trump. Mais il y a un point qui a été évoqué, je dirais, il y a environ 4 semaines, par le président du Parlement iranien. Il a dit « Ne vous fiez pas aux chiffres qu'il publie sur le prix du pétrole et tout ça. » Selon lui, le prix réel du pétrole est bien au-delà de ce qui est annoncé sur le marché. Ce dont il parle, ce n'est pas le prix sur le papier, pas celui qu'on voit dans les documents. Il parle du vrai prix du pétrole, celui que tout le monde obtient réellement par baril et qui est bien plus élevé que ce qui est rapporté officiellement. Et voilà ce que Robert Kagan a dit à ce sujet dans son interview d'il y a 2 jours. Si vous deviez acheter un baril de pétrole aujourd'hui, il vous en coûterait quelque chose comme 150 ou 140 $, parce que c'est le vrai prix du pétrole. Les prix qu'on regarde, ce sont en fait les prix à terme. Et je vais vous dire une chose dans laquelle Donald Trump a été un vrai génie. Et là, il mérite un A+, c'est dans la manipulation du marché, et surtout des attentes du marché. Regardez les prix du pétrole à terme monter et descendre, selon que Donald Trump dit qu'il va y avoir un accord ou pas. C'est assez amusant. Parce que Donald Trump a maintenant refait, vous savez, le coup du ballon de football entre Lucy et Charlie Brown, à peu près 7 fois. Et le marché tombe dans le panneau à chaque fois. Donc ces prix ne reflètent pas la réalité. Et maintenant, on voit même des grands noms comme Exxon, les dirigeants eux-mêmes, avertir que les niveaux de stock mondiaux, les réserves de pétrole qui ont permis de maintenir l'offre, sont en train de baisser. Il y avait beaucoup de pétrole dans le système, et bien sûr, les réserves stratégiques de plusieurs pays, y compris celles des États-Unis, ont été largement entamées. Je pense que les réserves du Japon sont plus basses que jamais. Et ce que les experts en énergie nous disent, c'est qu'on va atteindre d'ici 2 ou 3 semaines un point où les stocks seront vraiment épuisés. C'est à ce moment-là qu'ils s'attendent à des chocs sur les prix du pétrole. Certains parlent de 150, d'autres de 200 $ le baril. Et dans tous les cas, on parle bien de prix de l'essence aux États-Unis qui pourrait atteindre 6 $ le gallon. Oui, c'est la réalité à laquelle Donald Trump est confronté. Et ce type n'invente pas ça pour son propre intérêt, parce qu'on sait qu'il est le principal soutien de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et il est Je dirais que les ultrasionistes aux États-Unis, ceux qui avancent ce genre d'argument selon lequel il faut aller en guerre, qu'il faut agir contre l'Iran parce qu'ils deviennent trop dangereux en Asie de l'Ouest, eh bien, aujourd'hui, ils voient la réalité de ce qui se passe. Et la position de Donald Trump, peu importe jusqu'où il va pour manipuler le marché, le prix réel n'est pas celui qu'on voit affiché sur ces tableaux de cotation. Et puis, il y a un autre point qu'il a mentionné, et il est crucial. Les réserves de pétrole aux États-Unis et en Europe sont en train de s'épuiser. Les États-Unis utilisent leurs réserves pour stabiliser le marché. Alors, combien de temps Donald Trump va-t-il continuer à faire ce qu'il fait depuis le début de la guerre? C'est la grande question aujourd'hui. Et lui, à mon avis, il a beaucoup de problèmes à cause de l'économie américaine. Et aussi à cause de ce qui se passe dans l'économie mondiale. L'économie des États-Unis est complètement liée à l'économie mondiale. C'est une grande partie de cette économie globale.
Ce n'est pas comme dans l'argument de Donald Trump, quand il dit « On est indépendant, on n'a pas besoin du pétrole, on n'a pas besoin du gaz qui vient de l'étranger, parce qu'on produit tout ici. » Il a dit qu'on n'avait besoin de rien, mais en réalité, c'est complètement faux. Les États-Unis en ont besoin, parce qu'il existe différents types de pétrole sur le marché, le lourd, le léger, et chacun a son usage. Le diesel, par exemple, vient du pétrole lourd, que les États-Unis n'ont pas. C'est pour ça qu'ils doivent en acheter à l'extérieur. Ça pourrait venir du Venezuela. Le problème avec le pétrole vénézuélien, c'est qu'il est trop lourd, trop épais. Le processus de raffinage de ce type de pétrole, eh bien, ils n'ont peut-être pas les installations ni les systèmes adaptés pour ça. C'est pour ça que vous vous souvenez, quand les États-Unis ont essayé de faire pression sur la Chine, l'un des principaux problèmes, c'était justement qu'ils voulaient empêcher la Chine d'acheter du pétrole iranien. Mais si la Chine veut se tourner vers d'autres pays, comme le Venezuela ou d'autres encore, il faut repenser tout le système de raffinage. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour y arriver. On ne peut pas faire ce genre de modification instantanément. C'est pour cette raison que les États-Unis agissent ainsi. Et c'est aussi pour ça que l'Europe est en train de manquer d'énergie. La situation en Europe est vraiment grave. Je ne sais pas quelles sont les communications entre les États-Unis et l'Europe. Il doit bien y avoir quelque chose. Et pour les États-Unis, revenir dans la guerre, ce serait une guerre encore plus vaste. Parce que jusqu'à présent, il y a deux choses concernant les capacités iraniennes qui me semblent vraiment essentielles. Quelles sont-elles? Ces deux éléments sont cruciaux pour la poursuite de la guerre, si les États-Unis décident d'aller dans cette direction. Le premier, c'est la capacité de l'Iran en matière d'armes conventionnelles. Les armes conventionnelles, on parle ici de drones et de missiles. Et puis il y a aussi les systèmes de défense aérienne en Iran. Quelle est la situation avec ces armes? L'Iran a énormément progressé dans le domaine des missiles. Des missiles à courte portée, à moyenne portée et à longue portée. Vous savez, si vous avez accès à l'Iran, aux médias persans, vous pouvez remonter 10, 12, 16 ans en arrière. Vous verrez que la raison pour laquelle l'Iran n'a pas, du moins officiellement, de missiles capables d'atteindre des cibles, par exemple à Diego Garcia, ou peut-être en Grèce, celles-là même qui servent à attaquer l'Iran, c'est parce que l'Iran a choisi de limiter la portée de ses missiles. C'est une décision volontaire. S'il décidait demain de changer cette politique, il pourrait le faire du jour au lendemain. Ils en ont les moyens. Je peux vous confirmer qu'ils ont la capacité d'augmenter la portée de leurs missiles. Et avec les capacités qu'ils ont aujourd'hui, ils peuvent déjà atteindre leur cible. Ils ont la capacité de frapper une cible comme Pine Gap, par exemple, en Australie. C'est une base américano-australienne qui sert surtout à collecter des informations, du renseignement et à utiliser des radars. Quelle est la distance entre l'Iran et cette base Pine Gap en Australie? C'est quelque chose comme 10 400 km, non? À peu près la même distance qu'entre l'Iran et Washington. La même distance. Jusqu'à présent, l'Iran a choisi de ne pas aller aussi loin. Mais si les États-Unis décident d'intensifier, parce que beaucoup de gens, je me souviens, à l'époque où 2 ou 3 missiles avaient été tirés sur Diego Garcia, l'Iran avait dit, ce n'était pas nous, c'était quelqu'un d'autre. Et ils ont dit que peut-être l'Iran utilise le même type de missile avec, d'une manière ou d'une autre, une portée d'environ 2000 km. Ensuite, en retirant l'ogive et en allégeant le missile, il pourrait atteindre Diego Garcia. Mais l'Iran n'a pas besoin de faire ça. Ils ont les capacités, ils ont le savoir-faire, ils ont la technologie, ils ont les bases, ils ont la production, ils ont tout, s'ils décident d'aller jusque-là. C'est un choix de la politique iranienne de ne pas le faire.
de ne pas aller plus loin, parce qu'ils ne veulent pas que les Européens soient, vous savez, inquiets. Moi, je ne vois aucune raison pour que les Européens s'inquiètent de l'Iran, parce qu'il n'y a aucune raison pour l'Iran d'attaquer l'Europe. Quelle est, au fond, la vraie différence entre l'Iran et l'Europe? D'accord, l'Europe n'est qu'une partie de cette campagne. Je sais que l'Europe a pris part à cette guerre. Elle a facilité l'attaque des États-Unis contre l'Iran. Mais l'Iran ne voit pas les choses comme ça. Il ne veut aucun conflit avec l'Europe. Et l'Europe n'est pas l'ennemi de l'Iran. L'Europe n'a jamais été l'ennemi de l'Iran. Cela dit, l'Iran en a les moyens. En ce qui concerne les missiles balistiques, ils ont la capacité d'augmenter leur portée pour atteindre des cibles aussi loin que Washington. La distance entre l'Iran et Washington est d'environ 10 200 km. C'est moins que la distance entre l'Iran et l'Australie, par exemple, cette base en Australie. C'est pour ça que je pense que l'Iran a bien ses capacités. Vous savez, s'ils décident de le faire, ils ont les connaissances, ils ont les capacités, ils ont tout ce qu'il faut. Mais l'autre point, c'est la production de drones. L'Iran est vraiment très fort pour fabriquer ces drones, et il peut en produire énormément. Et ils le font depuis la guerre, depuis le début du cessez-le-feu. Ils ont tout reproduit. Ils ont remplacé tous les drones utilisés pendant la guerre. Et aujourd'hui, ils en ont même plus qu'avant le début du conflit. Voilà pour les drones. Concernant les capacités nucléaires de l'Iran, dont on a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, et aussi dans un autre, dans les médias alternatifs, il y avait une discussion entre deux de nos amis, nos chers amis Larry Johnson et Pepe Escobar. Ils rapportaient ce qu'ils avaient reçu, ou plutôt les fuites venant de certains responsables au sein du gouvernement pakistanais. Ils ont envoyé une sorte d'information à Larry et à Pepe Escobar. Ils leur ont dit que l'Iran est prêt, que l'Iran a la bombe s'il décide de l'utiliser. Et c'est ce que Larry a rapporté. Quand je parlais avec le professeur Marandi dans ce podcast, il a dit que l'Iran a la capacité de produire des bombes nucléaires depuis très très longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils ont le savoir-faire, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne cherchent pas à avoir l'arme nucléaire. La politique, sous l'ancien guide suprême de l'Iran, c'était de ne pas produire d'armes. La fatwa qu'il avait émise est toujours en vigueur. Rien n'a changé depuis. Et le nouveau guide suprême, lui, il n'a rien dit. Il n'a rien dit à propos des armes nucléaires. Comme il n'y a pas de discussion, il n'y a pas vraiment de... Enfin, l'Iran n'a pas changé sa politique concernant la bombe nucléaire. C'est ça, le point essentiel en ce moment. Et l'Iran n'a pas besoin, à mon avis, d'aller aussi loin pour l'instant. Ils savent très bien comment est le gouvernement israélien. Ils savent à quel point il est désespéré. Et il se pourrait qu'ils utilisent une bombe nucléaire contre l'Iran. Si jamais ils le faisaient, s'ils utilisaient ce genre d'armes contre les Iraniens, la réaction serait énorme du côté iranien. Je peux le garantir. Et il pourrait y avoir... Enfin, je ne veux pas aller trop loin, mais je dirais que ce serait la fin d'Israël s'ils faisaient ça. Et puis, concernant la politique actuelle, imaginons un instant que Donald Trump veuille étendre la guerre. Imaginons maintenant qu'il ne veuille pas l'étendre, mais simplement poursuivre le blocus des ports iraniens, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Il est impossible de maintenir le blocus tel qu'il est aujourd'hui, parce que le général iranien dont j'ai parlé, Rezaei, a déclaré que si les États-Unis continuaient avec ce genre d'attitude, la guerre s'étendrait. Ce ne seraient pas les États-Unis qui décideraient de l'élargir, mais bien l'Iran qui le ferait. Voici ce qu'il a dit sur CNN. Si la guerre continue et que le blocus naval n'est pas levé,
nous étendrons le conflit jusqu'à l'océan Indien, le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge et la Méditerranée. Nous donnerons une nouvelle dimension à cette guerre en frappant d'autres bases américaines, comme celles que nous avons déjà attaquées jusqu'à présent. L'Amérique subira alors beaucoup plus de pertes. Ces pertes seront très lourdes. America's losses will be very heavy. En gros, il parle de la façon dont la guerre peut continuer. Imaginez un peu, avec tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, si on ajoute Bab el-Mandeb et le contrôle de ce passage, eh bien, il n'y aurait plus. On sait qu'en ce moment, l'Arabie saoudite utilise cet oléoduc qui va jusqu'à la mer Rouge pour exporter son pétrole. Ça ne sera plus possible. Et ça va mettre encore plus de pression sur l'économie mondiale. Et la guerre. Les États-Unis ne pourront pas se battre sur deux fronts à la fois. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec les outils quand Donald Trump est arrivé en janvier 2025. When Donald Trump came in 2026, when he came to in 2020, in January 2025, when he was, Quand il a vraiment eu l'impression qu'il allait faire quelque chose contre les Yéménites en mer Rouge, Pete Hegseth est sorti en disant « On va y aller, on va leur donner une leçon, et ils vont comprendre que c'est une nouvelle administration. » Ils allaient faire les choses autrement, et ils allaient frapper fort. Et ce n'est pas l'administration Biden. Biden, lui, il était tellement faible. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Regardez ce qu'ils ont fait là-bas. Nous, on va être durs. On est différents. Et ils sont allés en mer Rouge. Ils ont vu ce qui s'est passé avec les porte-avions envoyés là-bas, essayant de faire quelque chose contre les Yéménites. Ils n'avaient plus de cibles. Alors ils ont commencé à tuer des civils, si vous vous souvenez de cette période. Et puis, on en est arrivé à un moment où les Yéménites abattaient 2 ou 3 drones par semaine. Ils étaient touchés par le système de défense aérienne yéménite, ou d'une manière ou d'une autre, par leurs missiles. Ils ont atteint les drones américains, les MQ-9, et ça, c'était une énorme perte. Et ensuite, il y a eu un moment où ils ont commencé à toucher les avions de chasse américains sur les porte-avions. 1 ou 2 ont été touchés, ou disons, il s'est passé quelque chose avec le porte-avions. Ils disaient qu'ils essayaient de faire un certain mouvement, puis ces porte-avions ont été frappés ou endommagés, ou quelque chose comme ça. Ils inventaient ce genre d'histoire pour les vendre au peuple américain, à la communauté internationale, en disant que les Yéménites n'étaient pas capables de faire ça. C'était une énorme erreur de la part de notre armée. Mais la raison principale, au fond, c'est que les Yéménites, au fil du temps, pendant la guerre entre le Yémen et les États-Unis, ont appris. Ça a été un vrai processus d'apprentissage pour le Yémen. Ils ont appris à frapper les drones américains, à viser les porte-avions, à faire pression sur les États-Unis. C'est pour ça qu'à la fin, on en est arrivé à ce que j'appellerais la version yéménite d'un accord. J'appelle ça la version yéménite d'un accord équivalent à la capitulation de Trump et à son retrait de la mer Rouge. Il a dit que les Yéménites avaient capitulé. Pourquoi? C'est lui qui a capitulé avant de quitter la mer Rouge. Et il a ajouté, ils ne vont rien faire. Ils n'attaqueront pas nos gens, ni nos navires. Donc s'ils ne nous attaquent pas, on ne les attaque pas non plus. On a un accord. Il n'y a eu aucun document signé entre les deux parties. Rien d'officiel. C'est quand même incroyable ce qui se passe avec l'administration Trump. Il a dit, ils ne vont pas nous attaquer. On ne va pas les attaquer. On se retire de tout ça et on va revenir. Imaginez un instant qu'on est aujourd'hui un pays aussi puissant que l'Iran. Même Robert Kagan a parlé de ce qui s'est passé jusqu'à présent avec la guerre contre l'Iran au Moyen-Orient et de la façon dont toute l'Asie de l'Ouest a changé pendant ce conflit.
Quand on regarde l'Asie de l'Ouest aujourd'hui, c'est complètement différent de ce que c'était avant. Et si on prend en compte l'Iran, le Yémen, et le fait que les États-Unis reviennent dans la guerre, il faudrait vraiment être fou pour lancer une nouvelle guerre, pour repartir dans un nouveau cycle de conflits. Franchement, je pense pas que ça arrivera. I don't see that happening. Maybe I can be naive. Peut-être que je suis naïf, parce que je pensais vraiment que Donald Trump ne lancerait jamais cette guerre contre l'Iran. On savait très bien ce qui se passerait s'il la déclenchait. Et pourtant, c'est arrivé. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis ne recommenceront pas? Non. Peut-être demain, après-demain, ou même dans 2 heures, la guerre peut repartir. Il n'y a aucune logique. Je pense que la pensée rationnelle n'existe pas au sein de l'administration Trump. Et on n'a pas besoin d'être logique ou rationnel pour parler de cette administration. C'est pour ça qu'il faut suivre chacune de ces déclarations, même si franchement, elles n'ont aucun sens. Which doesn't make sense, any sort of sense. But we have to, hit our soul. Mais il faut, tu sais, se faire un peu violence. C'est presque comme si on se faisait du mal en essayant d'écouter Donald Trump. Mais il faut le faire. Malheureusement, c'est lui le président des États-Unis. C'est le commandant en chef. Et personne d'autre n'est crédible dans l'administration Trump. Imagine un peu. Qui est crédible? Qui parle aux médias? Qui présente les politiques des États-Unis? Personne, à part Donald Trump. Et tout ce dont il parle, c'est tout sauf la politique étrangère des États-Unis. Mais malheureusement, c'est la seule option. C'est la seule option au menu aujourd'hui. Regarde Marco Rubio, par exemple. Look at Marco Rubio today. Do you think that Marco Rubio is going to give you any sort of understanding? Tu penses vraiment que Marco Rubio va te donner la moindre explication? Scott Bassett? Rien du tout. Pete Hegseth? À mon avis, on dirait qu'il joue dans un film. Il est tellement bon dans ce rôle, tellement grand, tellement fort. Il fait tout. Il prépare le peuple américain à envoyer des soldats américains au Moyen-Orient pour se faire tuer par l'ennemi iranien, parce qu'on doit le faire pour Israël. Donc, la seule option, je pense en ce moment, c'est Donald Trump. Il faut comprendre. On sait qu'il dit souvent n'importe quoi, mais il faut quand même l'écouter, malheureusement. Et voilà ce qu'il a dit aujourd'hui même à propos de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. On parle de jours, de semaines ou de mois, Monsieur le Président. Je pense qu'on est très proche d'un accord. Il reste juste quelques points. Et franchement, ce ne sont même pas de gros points. Ils ont reconnu qu'ils n'auraient pas d'armes nucléaires. On avait une clause qui disait qu'ils ne développeraient pas d'armes nucléaires et tout le monde était content, sauf moi. J'ai dit d'accord, mais qu'est-ce qui se passe s'ils n'en développent pas, mais qu'ils en achètent, qu'ils en acquièrent? Je veux qu'on ajoute les mots « acheter » ou « acquérir », parce que ça, ce n'est pas développer. Donc, ils n'ont pas le droit de développer, ni d'acheter, ni d'acquérir, ni de se procurer des armes nucléaires. Est-ce qu'ils ont réagi contre ça? C'est l'un des points de blocage? Un peu, puis finalement non. J'ai l'impression que ce qu'il vient de dire est d'une certaine façon un signe positif. Peut-être qu'on se rapproche un peu de la compréhension de ce que les sources pakistanaises nous disaient. Des rumeurs affirmaient que la position de Donald Trump était différente, très différente même, de celle de Scott Bassett, de Marco Rubio ou de Pete Hegseth, ou encore de ce qu'il dit lui-même ou publie sur les réseaux sociaux. C'est complètement autre chose que ce dont il parle quand il s'agit des vraies communications, des vrais messages qu'ils envoient à la partie iranienne. Je ne sais pas comment ils veulent appeler ça. Peut-être qu'ils veulent libérer les avoirs iraniens gelés et présenter ça comme une sorte de prêt des États arabes aux Iraniens. Ça pourrait se reproduire. Ce serait un prêt des États arabes aux Iraniens, et donc ce ne serait plus des avoirs iraniens gelés. Alors, ce prêt, tout le monde sait,
que ce n'est pas vraiment un prêt, ce sont des avoirs iraniens gelés. Mais il ne veut pas le reconnaître, parce qu'il a passé des années à critiquer Barack Obama là-dessus. Vous vous souvenez, le JCPOA, cet accord avec l'Iran, c'était un désastre. Ils ont libéré beaucoup d'argent, ils ont donné énormément d'argent à l'Iran, et au final, ils ont renforcé le gouvernement iranien. Donc aujourd'hui, il se retrouve dans la même situation. Et il doit libérer ses fonds. Si les rumeurs sont vraies, ou même proches de la réalité de ce qui se passe, il ne pourra pas cacher ce qu'il fait. Parce qu'on peut appeler ça un prêt. On peut lui donner n'importe quel nom, comme ils le font dans ce genre d'affaires. Mais au fond, ils préfèrent ne pas l'appeler du tout. On appelle ça une taxe ou une taxe environnementale, une taxe administrative, peu importe le nom. Ça ne change rien à la réalité. Je pense au fond que l'Iran sait qu'il a l'avantage. L'Iran sait qu'il a vaincu physiquement les États-Unis sur le champ de bataille. Ils les ont vaincus, concrètement. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas reculer. Ça a coûté énormément au peuple iranien. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Quand on regarde les pertes, la guerre, 39 jours de guerre, vous voyez, a fait environ 3500 morts en Iran. Et la société en a été profondément marquée. Ils ont frappé de nombreuses cibles, des usines pharmaceutiques, des ponts, des hôpitaux, tout ce que vous pouvez imaginer, des universités, des commissariats, des infrastructures. En gros, ils visaient les infrastructures en Iran. Depuis le premier jour, quand ils ont lancé cette guerre, à mon avis, c'est un échec. Ils n'avaient pas de véritable cible. C'est pour ça que, quand on regarde bien, je pense que plus tard, on comprendra que ça a été une guerre désastreuse pour les États-Unis. Ils n'ont atteint aucune des cibles qu'ils pensaient viser. Parce qu'en réalité, ce n'était pas ça leur objectif. Les Iraniens, eux, n'avaient pas vraiment d'informations ni de renseignements précis sur la production d'armes ou de missiles. Ils avaient quand même quelques infos, parce qu'ils ont frappé certains endroits, ces sortes de villes souterraines en Iran, des villes de missiles construites sous terre. Mais ça n'a même pas touché les bombes dans ces villes. Ils ont visé certaines zones, mais ils étaient complètement aveugles. Parce qu'Israël, vous vous souvenez, avant que cette guerre ne commence, on disait qu'Israël savait tout sur l'Iran. Ils savaient tout. C'est pour ça qu'ils ont assassiné beaucoup de dirigeants iraniens. Donc s'ils entrent en guerre, s'ils la déclenchent vraiment, ils vont tout détruire. C'est pour ça que Donald Trump, en ce moment, parle de l'Iran en disant « pas de marine, pas de production de missiles, pas de production de drones, pas de force aérienne, rien du tout. Ils sont à nu maintenant. Et s'ils sont à nu, alors continuez la guerre. Pourquoi commencer à parler de cessez-le-feu? » Au fait, la première phase de la guerre, puis la deuxième, on finit par arriver à une sorte de fin, une sorte de, vous savez, ce qu'on appelle un cessez-le-feu. Parce que, sous l'administration Trump, les Américains demandaient, ou même suppliaient pour un cessez-le-feu. En juin 2025, quand les Israéliens ont commencé à attaquer l'Iran, les États-Unis sont intervenus après 12 jours de guerre. Et là, parce qu'ils suppliaient, vous voyez, les Israéliens avaient lancé l'attaque. La guerre a duré 12 jours. Mais dès le 4e ou le 5e jour, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, appelait sans arrêt pour parler avec les responsables iraniens afin de mettre fin à la guerre, d'arriver à une forme de cessez-le-feu. Alors, ils ont attaqué l'Iran parce qu'ils pensaient que les manifestations, la situation économique, tout ça, était en quelque sorte préparé pour leur attaque. L'objectif n'était pas de vaincre l'armée iranienne. Ils savaient très bien de quoi elle était capable. Je ne dis pas qu'ils savaient exactement ce qui leur arriverait s'ils allaient jusqu'au bout, mais ils pensaient que cette attaque allait provoquer un énorme choc, un choc interne en Iran. Parce que, quand on tue la direction,
les commandants, le chef de l'armée, alors le peuple sort dans la rue. C'est ce que Benjamin Netanyahu a essayé de vendre aux États-Unis. Le peuple va se soulever. Ceux qui sont proches du fils de l'ancien Shah d'Iran, ces gens-là sont là. Ils vont sortir. Ils vont s'allier aux forces du Mossad israélien. Puis ils vont essayer de convaincre le peuple iranien que c'est le moment de sortir pour renverser le gouvernement en Iran. C'est ce qu'ils ont essayé de vendre à Donald Trump. Je ne suis pas convaincu que Donald Trump ait jamais pensé qu'il existait une solution militaire pour l'Iran ou qu'il pourrait vaincre l'Iran par la force. Mais il pensait que la situation, le gouvernement ou même la structure du pays était tellement fragile qu'une attaque américaine, combinée aux émeutes et à la pression sur l'économie iranienne, ferait s'effondrer tout le système, toute la structure. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la résilience du peuple iranien. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent vraiment l'Iran ou savent ce qu'est l'Iran d'aujourd'hui. C'est une société totalement sophistiquée. Vous savez, pour tout ce qu'on a ici, par exemple, moi je vis au Brésil, pour tout ce qu'on a ici, Amazon, Uber, ou vous savez Uber Eats, nous on appelle ça iFood, quelque chose comme iFood, enfin bref. Eh bien, toutes ces applications qu'on utilise ici, ils ont leur équivalent en Iran. À cause des sanctions, depuis des années, ils ne peuvent pas être connectés à ces applications. Ils ne peuvent pas les utiliser. Alors ils ont créé leur propre version d'Amazon. Et croyez-moi, elle est bien meilleure qu'Amazon. Ils ont le même genre d'Uber que celui qu'on utilise ici. Ils ont quelque chose qui s'appelle Snap, bien meilleur que ce qu'on a. Ici au Brésil, on a Uber, on a 99, on a plein d'applications, mais aucune n'arrive à la cheville de ce qu'a l'Iran. Ils appellent ça Snap, et c'est bien meilleur, vraiment bien meilleur que ce qu'on a ici. C'est une société complexe, une société sophistiquée, avec une population en grande partie éduquée. Ils savent produire leurs propres choses. La technologie est là, le savoir est là, et ils le font eux-mêmes. C'est pour ça que la pression que vous exercez sur l'économie iranienne, ça ne va pas vous aider. Et cette illusion que vous avez, vous savez, à chaque fois. L'un de mes principaux problèmes avec les experts iraniens qui ont vécu en gros aux États-Unis pendant de nombreuses années, c'est qu'ils essayent d'expliquer au public américain, souvent dans les grands médias ou dans les médias alternatifs, ce qui se passe en Iran. Et à chaque fois qu'ils parlent de l'Iran, c'est toujours la même chose. Ils disent le régime iranien. Le régime iranien. Mais c'est quoi le régime iranien? Comment peut-on réduire tout un pays à quelque chose qu'on appelle le régime iranien? Vous vivez aux États-Unis, vous vivez sous le régime Trump et vous appelez un pays un régime. C'est comme ça que vous décrivez un pays. Voilà le problème avec ces experts iraniens. Ils vendent ce que le public occidental veut entendre, parce qu'ils ont cette perception, cette idée bien précise de la société iranienne. Alors, ces gens qui vivent en Occident, beaucoup d'entre eux, vous savez, ces soi-disant experts de l'Iran, on en voit certains sur CNN, proches du fils du Shah d'Iran, eh bien, ils ont fait leurs études là-bas, leur licence, leur master, leur doctorat en Iran, et une fois partis, ils se transforment comme s'ils n'avaient plus aucune idée de la société iranienne, du peuple, de la technologie, de tout ce qui existe là-bas. Et maintenant, ils sortent en disant, voilà, c'est ça le régime. Ils ne savent pas. Ce sont des gens qui, vous savez, quand ils veulent parler de l'Iran comme d'un gouvernement, du corps des gardiens de la révolution, ils n'y connaissent rien. Ces gens-là ne font que voler les autres. C'est juste de la corruption, rien d'autre que de la corruption. Il n'y a rien derrière tout ça. Ils dépouillent simplement les gens. J'ai été stupéfait de voir ces personnes pendant des années.
De quoi parle-t-il exactement? Comment peut-on parler du corps des gardiens de la Révolution, des forces effectives, de l'armée d'un pays? L'Iran a deux composantes dans son armée. Le corps des gardiens de la Révolution, je pourrais en parler pendant des heures, parce que ce corps est le produit de la révolution iranienne. Il est né après la révolution, en quelque sorte comme une conséquence, je dirais, de la guerre Iran-Irak. Le moteur, les forces principales, ou même le concept central du corps des gardiens de la révolution ont été créés pendant la guerre Iran-Irak. Qu'est-ce que c'était, Monsieur Pont? C'était l'Irak, parce qu'il y avait une révolution en Iran en 1979. Ensuite, il y a eu l'attaque de l'Irak contre le peuple iranien, une attaque soutenue par les États-Unis, soutenue aussi bien par l'Est que par l'Ouest. À cette époque, tout le monde soutenait Saddam Hussein. Donc les gardiens de la Révolution, à la base, ce sont des gens ordinaires, des citoyens qui sont partis se battre sur le champ de bataille sans aucune formation, sans réelle connaissance du combat ou du terrain. Ils sont allés affronter l'armée irakienne, et c'est sur le champ de bataille même qu'ils ont appris à se battre. Leur formation s'est faite en combattant. C'est ça, le cœur, la base, le fondement des gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, c'est une force immense en Iran. En gros, 80% de la puissance militaire iranienne, c'est le corps des gardiens de la Révolution. Et à côté, bien sûr, il y a aussi l'armée iranienne. Ils sont très puissants et ils sont aussi très compétents. Mais en Iran, il y a une sorte de séparation entre les gardiens de la Révolution, le corps des gardiens et l'armée. L'armée a ses propres missions. En gros, les forces terrestres viennent de l'armée. Elles sont très fortes, très capables. Et pour ce qui est de l'armée de l'air, on a celle de l'armée et celle des gardiens de la Révolution. Mais en réalité, c'est la même chose. Elles coopèrent. Elles fonctionnent ensemble. C'est comme ton corps. Tu as deux mains. Elles travaillent pour toi. C'est cette idée-là en Iran. Et vous voyez, quand on pointe du doigt les gardiens de la Révolution, c'est comme si on les rabaissait, comme s'ils volaient le peuple iranien. Le vrai problème de l'Iran, c'est l'économie. Et cette économie, avec toute cette corruption, eh bien, à 99%, ça vient de là, de cette corruption. Et ça, on le sait. L'Iran le sait. Les gardiens de la Révolution le savent aussi. Les dirigeants iraniens le savent. S'il y a des affaires de corruption, c'est à cause des sanctions américaines. Parce que l'Iran doit bien trouver un moyen de faire face à ces sanctions. Et ça dure depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Donc, quand on essaye de contourner ces sanctions, il faut forcément payer un intermédiaire. C'est là que le problème se pose. Ce n'est pas lié aux gardiens de la Révolution, comme si c'était eux qui créaient ce genre de difficultés. Regardez plutôt leur efficacité pendant cette guerre. La seule raison pour laquelle l'Iran a pu riposter, pour laquelle le pays était aussi bien préparé, c'est justement à cause des politiques menées au sein des gardiens de la Révolution, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont étudié, de ce qu'ils ont produit, des drones, des missiles. Ils savaient qu'ils ne voulaient pas se lancer dans la production d'avions de chasse ou d'armes de ce type. C'est pour ça qu'ils ont décidé délibérément de procéder ainsi. Parce qu'ils avaient l'expérience de la guerre Iran-Irak. Ils ont vu ce qui s'était passé à cette époque. Alors, que pouvaient-ils faire face à un pays comme les États-Unis? Ils se préparaient à cette guerre depuis de nombreuses années, 20 ans, 2 décennies, à se préparer à une guerre contre les États-Unis. Ils savaient que tôt ou tard, cette entité sioniste en Israël allait convaincre l'un ou l'autre des présidents américains d'attaquer l'Iran. Et c'est ce qui s'est produit avec l'administration Trump. Ils étaient donc prêts à cela. La technologie vient de ce que les gardiens de la Révolution ont développé en Iran. Ils avaient tout préparé. Et ce n'est pas seulement une affaire des gardiens de la Révolution.
there is a full cooperation between IRGC and Il y a une coopération totale entre les gardiens de la Révolution et l'armée. Ils sont vraiment unis, parce qu'il y a des gens qui disent « Non, l'armée c'est mieux ». Non, ils sont totalement unis. Moi, j'ai fait mon service militaire dans la marine de l'armée iranienne. Donc, j'étais pas dans les gardiens de la Révolution, mais bien dans la marine de l'armée d'Iran. Et c'est là que j'ai appris comment ces deux forces travaillent ensemble. À mon avis, c'est pratiquement la même chose. C'est la même chose quand il s'agit de défendre l'Iran. Et même pour l'économie intérieure du pays, pour les politiques internes, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais certains essayent de pointer du doigt les gardiens de la Révolution en disant qu'ils sont différents, qu'ils ne sont pas bien. Ils font comme si le corps des gardiens de la Révolution venait de l'extérieur, comme si ce n'était pas iranien. C'est la même logique qu'au Liban, quand ils essayent de présenter le Hezbollah comme quelque chose d'étranger, comme si le Hezbollah ne venait pas du Liban. Mais ce sont les gens du Liban, des Libanais, qui essayent de se défendre. Et c'est exactement le même procédé avec le corps des gardiens de la Révolution. Donc, à chaque fois que vous entendez un de ces soi-disant experts de l'Iran parler du régime iranien ou du corps des gardiens de la Révolution, c'est plus proche de ce qui se passe réellement aujourd'hui. Le corps des gardiens est dans une position plus forte à cause de ce qui s'est passé en Iran. Et c'est très à droite. Non, je dirais plutôt que c'est la situation actuelle en Iran. Avant le début de cette guerre, nous avions le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, qui était déjà sur la même ligne que son fils. Il va être exactement comme son père. Les liens sont les mêmes. Les politiques aussi. Les personnes peuvent changer parce que beaucoup de ces commandants ont été tués, mais la ligne politique, la structure, tout ça reste identique. Je pense que le concept est le même. Parce que le fils de l'ancien guide suprême d'Iran, il ne va pas être différent de son père. Et il le sait. Il l'a aidé pendant de nombreuses années. Beaucoup de ces gens ont été en contact direct avec lui pendant très longtemps. C'est pour ça qu'il connaît le système. Il sait comment le faire fonctionner. Il connaît parfaitement tous les rouages, toute la complexité de la structure. Et il est très doué pour ça, à mon avis. Et il ne va pas être très différent. Vous savez, il n'y a aucune différence entre lui, le nouveau guide suprême, et l'ancien. C'est pour ça que je pense que les États-Unis n'ont rien obtenu. Peu importe ce que dit Donald Trump. Le nouveau régime, le troisième, le deuxième, le quatrième, arrive, et ces gens-là sont plus malins. Non, en fait, ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes personnes. Leur position n'a pas changé. Et tout dépend des États-Unis. Laissez-moi conclure là-dessus. Tout dépend des États-Unis. S'ils décident de libérer les avoirs iraniens gelés, qu'ils appellent ça un prêt ou autre chose, peu importe le nom qu'ils veulent lui donner. S'ils décident d'y aller ou d'empêcher Israël d'attaquer le Liban, ce serait essentiel. Sans ça, aucun accord d'aucune sorte ne pourrait voir le jour. Ou alors les États-Unis peuvent, c'est une autre option, conclure un accord global sur le Liban, sur Israël, sur la Palestine, sur l'Iran, et bien sûr entre Israël et les États-Unis. Ou ne conclure aucun accord du tout. Et je dirais que finalement, on va arriver à ce point-là. L'économie exerce une forte pression sur les États-Unis, sur l'administration Trump. Et la perspective pour Donald Trump de relancer une nouvelle guerre au fil du temps devient de plus en plus compliquée. Et puis on le sait, les deux camps produisent des armes, les États-Unis comme l'Iran. Dans quelle mesure une nouvelle décision de ce genre serait-elle envisageable? Est-ce que ce serait vraiment une nouvelle décision de la part de Donald Trump de relancer une attaque contre l'Iran? Logiquement, je ne vois pas ça arriver. Logiquement, oui. Mais Donald Trump n'est pas quelqu'un de logique, ni vraiment un homme rationnel, si on veut le comprendre. Mais bon, en mettant ça de côté, d'après ce que je comprends,
Donald Trump ne va pas obtenir d'accord, de contrat, ni quoi que ce soit avec l'Iran. Il va simplement se retirer de la région, comme il s'est retiré de la mer Rouge. Ils ne vont pas nous attaquer, et nous, on ne va pas utiliser... Enfin, on ne dépend pas du détroit d'Ormuz. Donc, au fond, on n'a pas vraiment de gros problèmes. On va partir, et ils ne vont pas nous attaquer. Il va dire la même chose qu'il a dite contre les Yéménites en mer Rouge. Et le problème pour Israël, à mon avis, ne fait que grandir. Israël subit une pression énorme dans le sud du Liban. Et à chaque fois qu'on parle d'aller vers le nord, de franchir le fleuve Litani, de passer de l'autre côté du Litani pour prendre plus de territoire, c'est complètement irréaliste. Israël aujourd'hui, ce qu'est Israël aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qu'il était avant le début de la guerre. Regardez le système de défense aérienne. Regardez les missiles de croisière, les intercepteurs, le système THAAD, le Patriot, le PAC-3, tout ça réuni. Ils en sont très loin. Ils ne l'ont pas, tout simplement. Le système de défense aérienne s'est effondré, à mon avis. C'est pour ça que les roquettes du Hezbollah atteignent leurs cibles dans le nord d'Israël. Et pour les drones, il n'y aurait aucune solution face aux drones que le Hezbollah utilise contre les Israéliens. Ils peuvent rester là. Les pertes vont continuer d'augmenter, encore et encore, et de façon dramatique, parce que c'est un processus d'apprentissage pour le Hezbollah. Apprendre à frapper les cibles, à viser les regroupements de soldats israéliens. Et on le voit bien pendant cette guerre. Ils s'améliorent quand on regarde les images qui viennent du Liban. Ils deviennent de plus en plus efficaces au fil du temps. Et quand on parle du Golfe Persique, il se passe en ce moment un changement énorme, vraiment énorme. Parce que ces États arabes qui faisaient partie des opérations israélo-américaines, qui pensaient que les États-Unis allaient, vous savez, installer un nouveau gouvernement en Iran ou provoquer un changement de régime qui leur serait favorable, eh bien, ils ne sont plus dans cette logique-là. La guerre a frappé leur économie de plein fouet, vraiment très durement. Et je ne sais pas quelle sera leur politique maintenant. Est-ce qu'ils vont agir de manière rationnelle ou est-ce qu'ils vont se comporter comme avant le début de la guerre? C'est une grande question, à mon avis. Parce que d'un côté, ils dépendent totalement du détroit d'Ormuz. Hier encore, les Émirats arabes unis parlaient de leur projet de construire un nouvel oléoduc, juste pour se débarrasser des difficultés qu'ils rencontrent dans le détroit d'Ormuz. Allez-y, faites-le. Oui, allez-y, faites-le. Bonne chance avec ça. Le détroit d'Ormuz a complètement changé la donne en Asie de l'Ouest. L'Iran mène le jeu en ce moment, à mon avis. Et ils le savent, les États arabes le savent aussi. Ils ne l'admettront peut-être pas, mais ils le savent. Ils communiquent, ils parlent avec les Iraniens. On ne sait pas quelle est la nature de ces discussions, ni ce qui se passe vraiment. Mais ils parlent, en coulisses. Ces discussions ont lieu. Voyons ce qu'il en sortira. Mais quoi qu'il en sorte, ça va affaiblir et isoler Israël. Israël. Le seul État du Golfe Persique qui se rapproche d'Israël, c'est les Émirats arabes unis. Les Émirats, c'est du faux. Tout est faux là-bas. Rien n'est réel aux Émirats. C'est pour ça que le seul pays qui manquait d'argent pendant la guerre, c'était les Émirats, pas le Qatar. La situation du Qatar était pire, mais il n'était pas à court d'argent. C'était les Émirats arabes unis qui manquaient de liquidités. Voilà la situation dans le Golfe Persique, et personne ne va pouvoir la changer de sitôt. Voyons ce qui pourrait se passer. Deux camps, encore une fois. L'un d'eux, peut-être que Donald Trump pourrait conclure une sorte d'accord avec l'Iran. Un accord plutôt superficiel, à mon avis. Rien de profond, ou peut-être aucun accord du tout. Pas de dégel d'avoirs, pas de levée de sanctions, rien. Et les attaques, ce serait le même genre de cessez-le-feu entre le Liban et Israël que celui qu'on a connu en 2024. Ensuite, il quitterait le Golfe Persique pour rentrer aux États-Unis.
il pourrait attaquer Cuba, malheureusement. Oui, il pourrait attaquer Cuba. Mais Cuba, avant d'en arriver là, j'ai appris que Cuba, eux, ils distribuent des armes à la population. Ils se préparent. Si les États-Unis attaquent Cuba, Cuba n'est pas comme le Venezuela. Croyez-moi, c'est complètement différent. Et vous verrez, ils vont avoir beaucoup de difficultés à Cuba s'ils vont jusqu'à lancer une attaque là-bas. Mais au Moyen-Orient, je pense que ce qui est en train de se terminer, c'est qu'à présent, l'Iran va mettre la pression sur les États arabes pour qu'ils revoient leur politique concernant les bases américaines sur leur territoire. L'Iran n'acceptera plus la présence de bases américaines. S'ils insistent, ils vont être frappés encore et encore. Mais imaginons que Donald Trump ne conclue aucun accord et décide de se retirer de la région. Qu'est-ce qui serait différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent entre Israël et le Liban, qui est, à mon avis, le champ de bataille le plus important en ce moment? Le champ de bataille entre l'Iran et les États-Unis est, d'une certaine manière, arrivé à sa fin. Et les États-Unis le savent. S'ils attaquent l'Iran, l'Iran peut riposter. Mais laissons ça de côté. Je pense que le vrai champ de bataille, maintenant, c'est entre Israël et le Liban. Imaginons que Donald Trump se retire de la région, comme il l'a fait en mer Rouge, et que le combat entre Israël et le Liban éclate. Israël ne pourra pas agir comme il l'a fait à Gaza, ni comme en Cisjordanie. Parce que s'ils font ça maintenant, à mon avis, ce sera le tournant décisif de cette guerre. 2 points. Le premier, c'est Israël avant tout. Le second, c'est que si Israël attaque Dahiya ou Beyrouth, le nord d'Israël sera rasé. Et c'est ce qu'ils ont dit au président américain. À mon avis, ce sont là les 2 grandes réussites de cette guerre pour l'axe de la résistance. Et pour Israël, quels ont été les résultats? Franchement, je ne vois aucun succès du côté israélien. C'est une défaite stratégique désastreuse pour Israël, pas seulement stratégique, mais aussi militaire. Et cette guerre a révélé les limites des forces américaines au Moyen-Orient, parce qu'ils ont entraîné les États-Unis dans ce piège. Et tout le monde sait ce qui s'est passé ensuite. Voilà comment je comprends la situation. J'ai essayé d'être aussi bref que possible, mais ça prend du temps. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de dimensions à ce qui se passe. Il faut parler de chaque facette de ce champ de bataille. Et maintenant, voyons ce qui va se passer. Nous avons 2 options, et encore une fois, aucune n'est bonne, ni pour les États-Unis, ni pour Israël. Si les États-Unis décident d'en choisir une, cela reviendra à admettre qu'ils ont été vaincus par l'Iran. Comme Benjamin Netanyahou ne va pas accepter ça, il va continuer la guerre. Mais cette fois, la politique iranienne est différente. Tu frappes, on te frappe. Tu frappes, l'axe de la résistance va te frapper fort. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que désormais, il n'y a plus de ligne rouge pour l'Iran avant de frapper Israël. L'Iran peut frapper Israël à tout moment et il peut le faire très durement. Le résultat pour Israël, c'est une défaite énorme, catastrophique. Et c'est aussi un effondrement total de leur stratégie, parce qu'ils cherchaient à instaurer une forme de dissuasion. Ce n'est plus là. Ils ont franchi toutes les lignes rouges. Et voilà, quand on franchit la ligne rouge, on provoque soi-même la catastrophe. C'est exactement ce qui arrive à Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Great pleasure, as always.